Un endroit unique. Une île surgit des profondeurs de l'Atlantique Nord. L'Islande étonne et fascine. C'est sur cette terre rude et sauvage que s'installèrent au IXe siècle les Vikings et les Celtes. Longtemps sous la protection de la Norvège puis du Danemark, les Islandais ont su faire de leur île un pays à la pointe de la technologie. Un pays ancré dans le XXIe siècle, mais qui préserve jalousement ses traditions nordiques. L'Islande est située juste en dessous du cercle polaire arctique, à 280 km du Groenland et à 800 km de l'Écosse. Seulement 1% des terres y sont cultivées. Et plus de la moitié des 300 000 habitants vivent à Reykjavik, la capitale. Géologiquement très jeune, l'île est d'origine volcanique. Le relief est constitué de hauts plateaux inhabitables, de chaînes de montagnes, de glaciers et de plus de 6000 km de côtes tourmentées. Excepté les innombrables moutons, les chevaux, les rennes et renards arctiques, la faune islandaise est composée en grande partie d'oiseaux marins et de colonies de phoques. Mais l'Islande n'est pas seulement une île splendide du Grand Nord. Aujourd'hui, c'est une société moderne. La nation est passée d'un mode de vie inchangé depuis 1000 ans à une vie ultramoderne en quelques décennies. Un progrès rendu possible en partie grâce aux eaux océaniques poissonneuses qui entourent l'île. La pêche devenant le pilier de l'économie nationale. Une économie qui s'est cependant diversifiée ces dernières années avec l'essor des secteurs techniques et financiers. Bien que leur cadre de vie ait considérablement changé, le peuple islandais a conservé une relation très forte avec son passé culturel. En Islande, la nature est partout présente. Les moutons vivent en liberté sur l'île et septembre est traditionnellement le mois du rassemblement des troupeaux. Oh, je crois qu'il y en a à peu près 3000. C'est difficile à dire. 3400, 500. C'est comme l'an dernier et les années précédentes. Mais il y a 10 ou 15 ans, il y en avait beaucoup plus. Le point culminant du rassemblement consiste à emmener tous les troupeaux dans un centre de tri au milieu de la campagne. Même si le nombre de moutons a diminué avec celui des habitants des campagnes, il y en a encore beaucoup. Tous ceux qui veulent participer au tri mettent la main à la pâte. Mon grand-père et mon arrière-grand-père étaient fermiers et tous avaient des moutons dans la famille. Et on peut dire que le mouton a toujours aidé la nation islandaise dans les mauvais moments. Ça, on peut le dire, lui fournissant aussi bien vêtements que viande. Ça fait partie de notre culture rurale, ce tri des moutons. On l'a pratiqué ainsi pendant des siècles. Et c'est quelque chose que nous maintiendrons pour nous rencontrer, même s'il n'y a plus de moutons. Les rimur, ou rimes, font partie de la culture islandaise. Ce sont des poèmes épiques chantés a cappella. Des textes transmis oralement de génération en génération. Les rimes sont construites de la même manière que les romans. D'ailleurs, ce sont souvent des reprises d'histoires.
qui ont été arrangées et mises sous forme de rimes. Je dirais avec des rythmes différents. Pendant longtemps, au cours des soirées d'hiver, les rimes furent l'unique divertissement. Les gens se rassemblaient dans la pièce commune de la maison, souvent pour filer la laine et écouter ces histoires chantées par un troubadour. Le cheval islandais fait partie intégrante des paysages de l'île. Il a été importé au IXe siècle par les premiers colons scandinaves. Alors c'est très différent les chevaux qu'on est habitué en France et ailleurs. On peut monter pour très très longtemps et on ne fatigue pas beaucoup comme si on montait des grands chevaux. Alors la réaction des gens, c'est surprise de les chevaux parce qu'ils croient que c'est des poneys, mais c'est des vrais chevaux, quoi. En fait, sur un territoire qui fait plus de 100 000 km², il aurait été impossible de survivre sans le cheval. Surnommé le fidèle serviteur, celui-ci fut l'unique moyen de transport des Islandais pendant plus de 10 siècles. Sous son manteau de neige, cette montagne cache sa vraie nature. Le mont Hekla est un volcan actif. Erling travaille à sa surveillance. Nous sommes maintenant à plus de 1200 mètres d'altitude, sur les flancs du mont Hekla, au-dessus du cratère qui a fait éruption en 2000. Je suis assis juste au bord. C'est un cratère de 20 mètres de profondeur juste en dessous de nous, rempli de neige. Après cette dernière éruption ici, juste derrière moi, il était possible de faire cuire des œufs. Oui, en mai 2000, nous avons fait cuire des œufs ici, dans une casserole. Ça s'est un peu refroidi depuis, avec le temps, mais la montagne est toujours chaude. Elle est toujours chaude au sommet. Les pentes du mont Hekla sont truffées de capteurs qui permettent de suivre son activité en permanence. Je vois Hekla de mes fenêtres, là où je travaille, et j'observe son évolution au quotidien. Je regarde si le sommet est dégagé ou s'il est entré en éruption. En Islande, les 3/4 des habitations sont chauffées grâce à des centrales géothermiques. Captée à 2000 mètres sous terre pour produire eau chaude et électricité, cette puissante vapeur provient en fait des eaux d'infiltration, réchauffées à 250 degrés par le magma tout proche. Dans les années 80, le Blue Lagoon s'est créé naturellement avec le surplus d'eau chaude d'une centrale. Depuis, cet endroit est devenu une des plus grandes attractions du pays. Une expérience unique et délicieusement relaxante. Grimsey est une petite île au nord de l'Islande. Seules quelques familles de pêcheurs vivent ici. Mais le poisson n'est pas leur seule ressource. Dès l'arrivée du printemps, on descend avec des cordes le long de la falaise pour récupérer des œufs d'oiseaux de mer qui nichent là par milliers. Une tradition qui se perpétue depuis des générations. Ça s'est toujours passé comme ça depuis 800 ans, pratiquement de la même façon. Celui qui va chercher les œufs porte un équipement que nous appelons un œil. De nos jours, c'est une plaque d'aluminium recouverte de mousse. Tout ça est rattaché à la corde et nous, on est juste accrochés par le baudrier.
C'est une sensation merveilleuse. Il n'y a pas d'autre mot pour le décrire. Quelques guillemots de Troïl, surtout les adultes et les vieux, n'ont absolument pas peur de moi. Je dois les enlever des nids à la main. Ça ne leur fait pas très plaisir, c'est sûr. De plus, ça sent sacrément fort en bas. Le guano des oiseaux de mer, oui, ça sent vraiment bien fort. Les anciens de l'île qui reviennent ici au printemps trouvent que c'est une bonne odeur et respirent ça comme si c'était un vrai nectar. Mais ce n'est pas tout à fait l'avis de tout le monde. Retour à Reykjavik avec un rendez-vous incontournable pour tous les Islandais. Une grande fête qui se déroule chaque année dans la capitale à la mi-août. La nuit de la culture, c'est une fête, une grande fête pour les habitants de Reykjavik. On estime que c'est un tiers de la population qui vient ici pour fêter cette nuit de la culture. Et ça commence à 11h le matin et finit à minuit. Moi, je trouve que c'est très intéressant de voir comment la culture islandaise se développe, qu'est-ce que c'est une culture islandaise, et aussi voir des Islandais un peu partout, comment ils fêtent, comment ils font la fête. À cheval entre tradition et modernité, l'Islande affiche de belles couleurs, mais reste avant tout le pays des contrastes. Des contrastes qui marquent la façon de vivre des habitants et ont forgé leur caractère.